14e balado, Robert Aubin, député prof au microphone, qui vous invite à écouter celle-ci et la prochaine, puisque le sujet est capital. On parlera planification fiscale, évitement fiscal, paradis fiscaux. Et bien que j'ai vraiment tout tenté pour simplifier l'approche au maximum, je ne suis pas arrivé à le faire en 15 minutes. Alors, il y aura donc 2 épisodes, le 14e et le 15e, qui vous parleront fiscalité, mais fiscalité abordable et compréhensible pour tous. Bonjour, bonsoir, bonne nuit peut-être, puisque c'est vous qui choisissez le moment où vous écoutez ce balado. Robert Aubin au microphone qui vous revient pour une 14e reprise. En fait, ce n'est pas une reprise, ce sera une édition tout à fait originale, mais c'est le 14e balado où je vous entretiendrai dans un esprit de synthèse, j'espère le plus concis possible et le plus simple possible de cette lutte aux paradis fiscaux dont on entend abondamment parler sans nécessairement savoir exactement de quoi il en retourne. Mais avant de tomber ou d'attaquer le vif du sujet et de commencer à parler, je vais prendre une petite minute pour vous dire un immense merci puisque seul dans mon studio, pas tout à fait seul au micro, mais accompagné de Jean-François à la technique, on enregistre depuis déjà quelques semaines ces balados qu'on diffuse largement sur la toile, espérant que quelques personnes à l'autre bout du fil, sans fil, nous écoutent et j'ai de plus en plus d'échos lors de mes sorties à différents événements dans la circonscription de Trois-Rivières, entre autres, et même à l'extérieur, de gens qui me disent « Monsieur Aubin, on a écouté votre balado, intéressant, tel... » Merci infiniment. Alors, on a maintenant l'impression, même si on est 2 dans ce studio, de parler à davantage de personnes. Alors, je vous encourage fortement à maintenir votre assiduité, à choisir les moments où vous nous écoutez, mais aussi à partager ces balados et surtout à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde avec vous avec la plus grande simplicité. Alors, merci et que cette croissance se continue et ne vous gênez surtout pas lorsque vous me croisez pour venir me partager vos commentaires sur les balados que vous avez déjà écoutés ou sur ceux que vous souhaiteriez écouter. Fin de la parenthèse, plongeons maintenant sur le sujet du jour. Alors, si je vous disais des phrases aussi simples que « Ah, on manque d'argent pour nos hôpitaux, on manque d'argent pour nos routes », on manque d'argent pour augmenter de façon adéquate les pensions de nos aînés. On manque d'argent pour financer l'éducation postsecondaire. On manque d'argent pour investir davantage dans le transport en commun. Et vous imaginez bien que la liste pourrait être longue encore de tous ces secteurs où on manque d'argent, puisqu'un gouvernement, à peu de choses près, c'est la même chose qu'un budget personnel. Alors, on a beau avoir des revenus, on aura toujours davantage d'idées de dépenses que de revenus pour les réaliser. Alors, gouverner, c'est aussi faire des choix. Mais la véritable question, c'est est-ce qu'on manque autant de revenus que ça? Et est-ce que la solution, c'est d'aller puiser toujours plus dans la poche du contribuable? La réponse, poser la question, c'est y répondre. Évidemment, non. Et je vous dirais, dans cette campagne électorale qui est commencée depuis quelques jours, s'il y a bien une différence fondamentale entre libéraux conservateurs et néo-démocrates, c'est bien que les néo-démocrates, eux, ne craignent pas d'aller modifier la colonne des revenus, pas pour augmenter les taxes et les impôts aux particuliers, mais pour s'assurer que chacun contribue à sa juste part à ce trésor collectif qui nous permet de réaliser un maximum de projets et de soutenir au mieux possible les intérêts de chacun. Parce que, rappelons-le, le Canada, par définition, est un pays riche. Et il n'y a pas de raison au monde qu'on n'ait pas réglé, entre autres, le problème de la pauvreté infantile. Ça aurait pu s'ajouter à la liste des exemples que je donnais tantôt. On avait même eu une résolution à la Chambre des communes unanime déposée par Ed Broadbent, si ma mémoire est bonne, qui prévoyait la fin de la pauvreté infantile. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes-nous donné les moyens d'arriver à l'objectif?
Et quand je revenais sur cette idée que chacun paie sa juste part, là, on pourrait partir dans toutes les directions et questionner, entre autres, un certain nombre d'ententes inadéquates, du type de l'entente Netflix, qui ne récupère ni ses taxes et ses impôts. Alors ça, c'est vraiment problématique, mais revenons au vif du sujet, qui est plutôt la fiscalité. On va essayer ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, ou cette nuit, de faire une fiscalité 101. Alors, quand on parle de paradis fiscaux, on sous-entend dans cette expression-là souvent 3 éléments vraiment différents les uns des autres, mais qui ont des conséquences communes et qui se rattachent tous à la fiscalité. Alors, on pourrait parler, par exemple, de planification fiscale, comme on pourrait parler d'évitement fiscal, comme on peut parler carrément de paradis fiscal. Alors, c'est quoi la différence entre ces 3 niveaux-là? Comment on fait pour s'y reconnaître rapidement? Essayons de définir chacun des paliers le plus simplement possible. Et je suis sûr qu'en saisissant la définition de chacune de ces expressions, vous allez déjà vous y reconnaître comme contribuable, ou bien dans vos finances personnelles, ou bien dans des finances d'entreprise que vous connaissez. Alors, parlons d'abord de la planification fiscale. Bien, l'expression le dit très bien. On est en train de planifier à l'avance quelles sont les sommes que l'on pourrait épargner et qui nous feraient payer moins d'impôts. Alors, c'est une façon légale. Alors là, ça, il faut bien le dire. Quand on parle de planification fiscale, c'est une façon légale d'arranger ses affaires de manière à maximiser sa richesse après impôt dans les limites de la loi. Alors, c'est tout à fait légal. Un exemple fort simple que probablement la majorité des gens comprennent. Lorsque vous décidez de prendre une portion de vos revenus ou de vos économies, c'est encore plus ça, une portion de vos économies pour contribuer à un REER, vous faites de la planification fiscale. Vous dites, cette année, je vais mettre 500, 1000 $ dans un REER, qui va me permettre de déduire ce montant-là pour l'année fiscale en cours de mes impôts, de façon à payer moins d'impôts, en sachant que vous paierez toujours vos impôts sur ce montant-là, mais au moment où vous utiliserez votre REER, c'est-à-dire, normalement, à la retraite. Et normalement, quand vous allez arriver à la retraite et vivre sur vos revenus de retraite, il y a de fortes chances que votre revenu total soit moins important que celui que vous avez actuellement. Ce faisant, vous paierez à ce moment-là moins d'impôts aussi, puisque votre revenu imposable sera plus faible. Alors voilà un exemple tout simple qui rentre dans ce qu'on appelle la planification fiscale et qui est tout à fait légal, je le répète. Lorsqu'on parle, deuxième niveau ou deuxième catégorie, d'évitement fiscal, encore là, il y a une portion légale et là, ça devient plus subjectif parce qu'on peut parler aussi d'utilisation abusive ou indue des dispositions qui sont prévues par la loi. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui sont permises par la loi que vous pouvez utiliser comme contribuable ou comme entreprise qui contribuent à faire de la planification fiscale, mais si vous utilisez ces règles-là de façon abusive, et c'est là où c'est plus difficile à trancher, vous êtes dans ce qu'on appelle l'évitement fiscal. Alors, on définit l'évasion fiscale comme de la planification fiscale qui respecte concrètement la loi de l'impôt, mais qui va à l'encontre de l'objet ou de l'esprit de la loi de l'impôt. C'est un peu comme lorsqu'on négocie une convention de travail où il y a une différence entre la lettre, c'est-à-dire ce qui est écrit dans l'entente, et l'esprit de la lettre, ce que le législateur ou ce que les parties voulaient ou entendaient au moment d'écrire cet article-là. Et souvent, parce que c'est très difficile d'écrire toujours exactement et de façon très limitative simplement ce qu'on veut, parfois, il y a des gens qui trouvent le moyen d'élargir la lettre pour lui donner un autre esprit. Et là, on commence à faire ce qu'on appelle de l'évasion fiscale parce qu'on utilise de façon abusive à une autre fin ce qui avait été prévu. Alors, l'évitement fiscal, donc, c'est pas illégal en soi, mais la règle générale anti-évitement peut être évoquée afin de refuser l'avantage fiscal découlant de la transaction. Ça veut dire qu'il se pourrait que, comme
contribuables, mais ça arrive davantage au niveau des entreprises, une évasion ou une planification fiscale vous soit refusée par l'Agence de revenus du Canada parce que l'agence considère que vous avez étiré un peu la sauce et que vous avez utilisé une déduction fiscale permise par la loi, mais de façon abusive. Et finalement, il y a l'évasion fiscale ou le paradis fiscal lui-même. Alors, lui est carrément illégal. Alors, quand on parle d'évasion fiscale, ça consiste à dissimuler des activités économiques afin de se soustraire à ses obligations fiscales. Il s'agit là d'une planification illégale, je l'ai déjà dit, au lieu de la loi. Et là, il ne devrait pas y avoir d'entente possible. Et on ne vous refusera pas votre déduction sous prétexte que c'était un évitement fiscal. C'est carrément illégal. Maintenant, comment ça fonctionne, un paradis fiscal? Ça, on sait tous que les paradis fiscaux existent. On est probablement à même de nommer quelques pays où cette activité économique se fait, mais comment? Quelle est la mécanique qui fait que des entreprises canadiennes ou ailleurs, parce que les paradis fiscaux, ce n'est pas utilisé simplement par les entreprises du Canada, c'est utilisé de façon internationale, ce qui est d'ailleurs souvent un objet de, je dirais, un frein à ceux qui disent « Ah oui, mais on ne peut pas lutter seul contre les paradis fiscaux. Le Canada ne peut pas lutter seul contre les paradis fiscaux. Ça prendrait une entente internationale pour que l'ensemble des pays développés économiquement aillent dans le même sens pour lutter contre les paradis fiscaux. » C'est vrai que ce serait plus simple si on avait une large coalition de pays développés qui décident de faire une lutte féroce aux paradis fiscaux et de fermer un certain nombre d'échappatoires. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'un pays comme le Canada ne peut pas être un leader en la matière. Et je vous donne juste un autre exemple qui n'a rien à voir avec la fiscalité, mais qui démontre bien la capacité de leadership d'un pays comme le Canada. Quand il s'est agi de reconnaître comme étant une mesure à bannir l'apartheid en Afrique du Sud, ben, je ne pense pas que le Canada, à lui seul, aurait pu faire disparaître l'apartheid. Mais le combat acharné de Brian Mulroney, à l'époque, premier ministre du Canada, qui a su créer cette vaste alliance parce que voilà un élément auquel il croyait sincèrement et il voulait l'abolition de l'apartheid, bien, il a réussi à créer cette coalition-là et les résultats, on les connaît aujourd'hui. L'apartheid a été aboli en Afrique du Sud. Alors, ça prend bien quelqu'un pour faire office de leader dans des combats qui sont internationaux et pourquoi pas le Canada. Mais je reviens à comment ça marche. Ça me rappelle une encyclopédie que j'achetais quand j'étais adolescent, fascicule par fascicule, 1,99$ chaque semaine, et ça s'appelait justement « Comment ça marche ». Et rassurez-vous, ce n'est pas là que j'ai trouvé le fonctionnement des paradis fiscaux, mais voilà, le flash venait de me traverser l'esprit. Souvenir d'enfance, page d'histoire, on referme la parenthèse automatiquement. Alors, imaginons plutôt que je m'appelle Robert Aubin Canada, c'est le nom de mon entreprise, c'est une compagnie pharmaceutique qui vend des médicaments. Alors, Robert Canada vend des médicaments au Canada. Sur 100$ de vente, j'ai 20$ de dépenses. La somme est facile à faire, pas la somme, mais la différence. Il me reste donc 80$ de profit. Alors, normalement, si je suis un contribuable comme vous et moi qui avez un T4 par année qui rassemble l'ensemble de vos revenus, bien, je devrais payer mes impôts sur le 80$ de profit qui est là. Alors, la question est là, vais-je payer mes impôts sur le 80$ de profit? Évidemment, si je veux maximiser les profits, je cherche toutes sortes de stratégies fiscales qui me permettraient de ne pas payer mes impôts sur le 80$ ou à tout le moins de diminuer cette somme-là à 60, à 40, à 30, à 20 et pourquoi pas le chiffre le plus proche du zéro possible. Alors, comment je peux bien faire pour faire en sorte que ce 80$ de profit ne soit pas un 80$ de profit à déclarer au Canada selon la loi de l'impôt canadienne? Bien, c'est très simple. J'ai aussi une autre compagnie. Alors,
Robert Canada vend des médicaments, mais j'ai aussi la propriété de Robert Barbade. Et là, où j'ai déposé dans cette compagnie, Robert Barbade, les brevets des médicaments que je vends au Canada. Alors, j'ai 20 $ de dépenses dans mes opérations courantes au Canada, mais là, je dois payer mes brevets. Alors, les brevets, je ne vais pas les payer à Robert Canada qui vend les médicaments, je vais les payer à Robert Barbade, à la Barbade, curieusement. Alors là, je peux prendre, dépendamment de l'entente que j'ai conclue entre mes deux compagnies, sur le coût de l'utilisation du brevet, je peux, de mes 80 $ de profit, en transférer 20, 30, 40, 50, 60, 70 à la Barbade. Et là, c'est la compagnie à la Barbade qui reçoit cet argent, qui va payer les impôts au tarif d'impôt de la Barbade, puisque cette compagnie-là est installée en Barbade. Alors là, j'ai comme, imaginons, un 80 $ qui part du Canada, de Robert Canada, et qui s'en va dans le compte de Robert Barbade, qui, lui, va payer les impôts qui doivent tourner autour de 1,5-2 % à la Barbade. Et en fonction ou en lien avec une règle d'impôt qui dit qu'une entreprise canadienne ou un Canadien n'a pas le loisir de faire de la double imposition, si ma compagnie Robert Barbade a payé ses impôts à la Barbade, elle n'a pas besoin de payer les impôts au Canada. Donc, le jour où je rapatrie les sommes que j'ai envoyées à la Barbade dans mon compte canadien, mais que je peux faire la démonstration que j'ai payé mes impôts en Barbade, l'argent qui revient est dans ma poche. Et pas besoin de vous dire que la différence entre le taux d'imposition à la Barbade et le taux d'imposition au Canada est passablement différent. On peut parler, soyons très très modestes, là, de entre 2, 15, 30 % dépendamment. Eh bien, cet évitement fiscal ou ce paradis fiscal m'aura permis donc d'engranger un maximum de profit et de ne pas payer ma juste part d'impôt au Canada. C'est un peu ça, le stratagème d'un paradis fiscal.